Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau Tisma Show. Alors j'espère que je vous ai pas trop manqué ces dernières semaines. On a eu un mois un petit peu lent ces derniers temps en crypto-monnaie. Outre les montées de prix, on n'a pas eu beaucoup de drama, de choses particulièrement intéressantes que j'ai trouvées sur Twitter. Donc j'en ai profité pour insérer un de mes threads que j'ai écrit sur Ethereum et sa market share versus ses concurrents, donc versus les autres L1. Donc on verra ça à la toute fin. Ensuite on va parler d'outils d'exploration pour découvrir des nouvelles stratégies de yield farming, donc qui a été trouvé en fait un tweet de Defilama, vous allez voir, donc qui est une plateforme justement d'outils d'analyse on-chain, etc., qui est très pertinente. On verra également qu'il y a eu de l'action dans les NFT sur Ethereum. On verra une analyse des flows des retail, donc qu'est-ce qui va se passer, petite réflexion, qu'est-ce qui va se passer si les retail ne se pointent pas ce cycle, donc on va voir ça, et ensuite des stats un petit peu sur les ETF de l'or qui sont actuellement en train de se vider. C'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Commençons par mon thread sur la value leakage d'Ethereum. Alors qu'est-ce que la value leakage? C'est tout simplement le fait de perdre de la market share au profit de ses concurrents. Donc là, Ether perd la part de marché au profit des L1. Donc je parle pas volontairement des L2 parce que intrinsèquement, les L2 sont pris en compte dans cette analyse. Tout simplement parce que quand vous bridgez des Ethereum vers un L2, l'argent reste dans la market cap d'Ethereum. Donc en fait c'est dans cette analyse dans les charts, c'est intrinsèquement pris en compte, ok. Et les L2 ne sont pas un compétiteur d'Ethereum, c'est un moyen de scale. Et les tokens Matic, etc. sont des moyens d'investir, mais pas d'extraire de la valeur d'Ethereum, enfin en tout cas à mon sens. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Alors tout d'abord, pour comprendre la valeur d'un actif sur le marché, il faut comprendre quelles sont ses caractéristiques principales. Donc on va prendre l'exemple de Bitcoin qui est le plus simple à comprendre. Et on va voir qu'il a trois caractéristiques extrêmement importantes. La numéro 1 qui est l'ancienneté. En numéro 2, la décentralisation qui est la plus importante parmi toutes les cryptos. Et en troisième, qu'il n'y a pas de CEO. Donc ça c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'en fait avec ces trois caractéristiques, Bitcoin se place dans une catégorie qui n'est pas concurrençable. Parce que l'ancienneté, on ne peut pas concurrencer l'ancienneté vu qu'il était le premier sur le marché et de très loin. On parle pas de 1 ou 2 ans d'accord d'ancienneté, on parle de là, en 2009, on va dire 2011. Les autres cryptos, on va dire qui sont un peu connus, arrivent en 2016. Donc on a du 7 ans de différence, ok. Donc c'est de la grosse différence. Ensuite, on a du coup une décentralisation qui est extrêmement importante, donc qui fait que le Bitcoin est un réseau qui est extrêmement difficile à attaquer, ok, et qu'il n'y a pas de CEO, le CEO n'est inconnu. Et c'est-à-dire que à la limite, on peut prendre le cas de LTC, donc Litecoin, qui a vu son CEO démissionner, enfin, et de lâcher la chain complètement. Mais il reste quand même un CEO. Et pareil, Vitalik, par exemple, pour Ethereum, même s'il n'est pas directement CEO, derrière, si Vitalik venait à disparaître, à mourir, etc., ce serait fortement baissier sur le marché, à mon sens. Voilà, donc là, ces trois caractéristiques font que Bitcoin n'est pas concurrençable, en fait, et en font donc un très bon store of value, parce que c'est le plus solide et robuste. Voilà. Donc, voilà, comme on l'a vu, elles ne peuvent pas être concurrencées. Il est impossible d'être plus ancien, impossible d'être plus décentralisé, et presque impossible de ne pas avoir de CEO. Ici, vous voyez, donc c'est le prix du Bitcoin par rapport au hash rate qui sécure le réseau. Donc, comme vous pouvez le voir, le hash rate est stratosphérique, d'accord. Le réseau est de plus en plus secure. Il faut remarquer d'ailleurs les petits bans de la Chine du mining. Enfin bref, voilà, vous voyez que le Bitcoin devient de plus en plus secure et de manière exponentielle. Revenons maintenant à nos moutons et revenons surtout au but, au protagoniste de cette analyse qui n'est d'autre que ETH, donc Ethereum, et surtout la catégorie des L1. Donc contrairement à Bitcoin qui se veut du coup être une réserve de valeur de par ses caractéristiques, Ethereum, donc avec son EVM, donc c'est l'Ethereum Virtual Machine qui permet d'exécuter du code et donc des smart contracts et de rendre l'argent programmable en fait. Et donc Ethereum n'a pas le même but que le Bitcoin, son but du coup c'est de rendre la monnaie programmable. Et donc on l'attend sur des caractéristiques différentes que Bitcoin. Et ces caractéristiques en fait sont la facilité d'utilisation, la rapidité et les frais. Ok, parce que le but c'est d'utiliser les smart contracts et d'utiliser ces fonctionnalités. On remarque rapidement que contrairement à Bitcoin, ces caractéristiques sont facilement concurrençables par des nouvelles technologies. Ok, ça c'est un point important. Ici c'est la charte donc des frais d'average sur Ethereum. Donc on voit que les frais peuvent être relativement élevés, donc de $40
en moyenne lorsqu'il y a des grosses périodes de hype, donc ce qui fait que c'est un réseau extrêmement cher, comme vous savez probablement. On s'en rend compte lorsque vous avez fait un peu de trading d'NFT par exemple sur Sol, vous voyez que c'est bien plus fluide, rapide et moins cher à utiliser qu'Ethereum, où là vous payez des centimes, même pas de fees. Donc forcément, lorsqu'on attend un asset sur certaines valeurs et que ces valeurs peuvent être concurrencées par mieux, et bah forcément on observe à une perte de part de marché, donc à une value leakage d'un actif vers ses concurrents. Donc ce qui est partout pareil, hein. Par exemple, j'ouvre un Toys R Us et au final il y a un concurrent qui vend les jouets 2 fois moins cher, et bah au fur et à mesure les gens vont découvrir ça et ils vont au final commencer à acheter les jouets chez mon concurrent. Donc là du coup la question maintenant c'est Tisma, est-ce que je dois vendre mes Ethers mon ref? Bah moi je vous dis que c'est à nuancer évidemment. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va plonger dans les datas directement. Là on a donc les L1 et la capitalisation de marché de Ether. Donc là vous voyez, du coup c'est extrêmement corrélé. Évidemment bull market, bah, tout explose en même temps. J'ai sélectionné les 10 L1 les plus capitalisés pour cette analyse, ok? Parce qu'après, voilà, tout ce qui est inférieur à 1 milliard, etc. de capitalisation, c'est moins intéressant. Donc ça, ce sont les plus capitalisés. Ce ne sont pas forcément les meilleurs investissements, hein. Juste, je vous montre les plus capitalisés. Voilà. Donc, ils sont très corrélés. C'est la seule remarque qu'on peut faire sur ce graphique. Donc maintenant, on va voir la capitalisation totale de tous les L1 avec Ether compris et la capitalisation d'Ether. Donc là, vous voyez la courbe en bleu, c'est Ethereum plus les market cap des L1 combinés et Ethereum. Et donc là, vous voyez qu'à la base, on avait du coup Ethereum qui leadait clairement, enfin on voyait clairement que Ethereum prenait une grosse partie du market cap. Et là on remarque qu'en bull run, la différence de market cap s'accroît fortement. C'est-à-dire que les L1 commencent à prendre fortement en valeur, ça monte énormément. Donc là les L1, ils ont plus au pic du bull run, ils ont plus de 150 milliards de market cap à eux seuls. Donc la catégorie a fortement grandi, ce qui est logique. Donc on a une extension de la capitalisation totale des L1. Maintenant, ce qui est intéressant, ça va être de voir comment évolue donc la part de marché d'Ether au milieu de cette expansion capitalisation des L1. Donc ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une forte tendance baissière, évidemment, ce qui est logique vu qu'il n'existait pas de L1 avant et maintenant il y en a une bonne dizaine, voire plus. Ici, donc vous voyez que la market share au premier bull run commence à se faire gratter. Donc là, bah, avec l'apparition des premiers L1, c'est logique, donc elle se fait gratter très vite. Ensuite, en bear market de 2018 à ici 2019, où le Bitcoin range entre 20 000 et 6 000, vous voyez que du coup la market share continue à se faire gratter, parce que là le marché découvre les L1, donc il gratte un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, on a une petite alt season, petite pump du BTC en 2019, qui fait que, encore une fois, Ethereum perd de la market share. Et là, on remarque que lors du bear market et du marché qui range, on a une recapitalisation d'Ether par rapport à ses concurrents, donc qui regagne de la market share au fur et à mesure du temps. Voilà, et ensuite, pareil, nouveau bull market en 2021, et là, explosion du coup des L1 qui reprennent énormément de market share. Voilà, on voit qu'ils vont la garder pendant le bull market. Bon, ça va bien retracer et ça va revenir après en fin de bull market. Et ensuite, bear market, on remarque encore une fois que Ethereum récupère sa market cap par rapport à ses concurrents. Et ça, en fait, ça s'explique assez facilement. Tout simplement parce que les L1 sont des actifs plus récents et donc plus risqués. Voilà, avec une volatilité de prix qui est beaucoup plus élevée. Donc en bear market, l'argent privilégie toujours les assets les plus sécures, comme on peut le voir par exemple lors de crise économique avec l'or plutôt que d'investir dans du stock market, etc. Et donc là, c'est un peu l'équivalent de si on avait de l'or sur un marché général, et Ether est notre un peu base d'or par rapport à ses concurrents. Donc ça m'étonne pas du tout, c'est comme le Bitcoin, la dominance Bitcoin en général réaugmente lors des bear market. Voilà, et donc là on voit exactement le même phénomène avec Ether. Donc là jusqu'à maintenant logique, mais par contre on voit que si on prend la moyenne, la tendance est fortement baissière, et je pense que ça va s'accentuer, tout simplement parce que plus le prix d'Ethereum augmente, plus ses frais augmentent, plus l'utilisation est difficile, même s'il y a des solutions de scalabilité. Pour moi, les L2 sont une bonne solution, mais sur du long terme, sur une grosse expansion, moi perso, ça fait du risque en plus pour un utilisateur. Moi perso, j'aime pas trop utiliser les L2, j'aime pas trop bridger mes Ethers. Il y a eu beaucoup de hacks de bridge qui ont eu lieu, etc. Ça, c'est un frein en fait à l'utilisation d'Ether. Je veux dire, enfin, c'est un frein par rapport à si c'était une utilisation native, voilà. Donc voilà.
une part de marché qui est fortement baissière et qui va continuer à baisser, je pense, dans les prochaines années. Maintenant, on peut se demander à combien serait le prix de l'Ethereum s'il n'y avait pas tous ces concurrents. Et bien en fait, c'est très simple. J'ai fait une petite simulation. Donc j'ai pris depuis le début de ce bull market, on va dire début octobre 2023. J'ai pris donc tous les inflows d'argent dans les L1 et je les ai reportés, ajoutés avec le market cap d'Ethereum pour voir à combien serait le market cap d'Ethereum aujourd'hui. Et on remarque en fait que l'Ethereum serait à 3500 $, ce qui correspond très très bien avec en fait le cycle de marché dans lequel est Bitcoin aujourd'hui, et donc on verrait que la paire ETH-BTC n'aurait quasiment pas perdu de valeur. Donc c'est assez intéressant à voir, alors que là vous voyez on est à 2008, on serait à 3005 normalement. Donc ça c'est encore une interprétation relativement logique. Et donc quelles sont les conséquences du coup pour un holder d'Ether? Moi perso j'ai 40% d'Ether dans mon portfolio, donc vu qu'Ether perd en part de marché, donc il est intéressant du coup de se diversifier à mon sens dans d'autres L1, tout en gardant une majeure partie de son argent en Ether, tout simplement parce que là on est dans une phase de bull market, et donc les price discovery pour les L1 sont relativement fortes. Par contre, il faut investir dans les top performers, donc parce que à mon sens, les top performers d'aujourd'hui seront probablement les top performers de demain. Vous avez beaucoup plus de chances qu'il se passe ça que par exemple un Cardano d'un coup commence à repartir en bull run. Ok, tout simplement parce que des nouveaux coins, des nouveaux narratifs sont bien plus forts en général en termes de retour sur investissement que des anciens coins. Et le but c'est de faire un bag un petit peu plus risqué et de s'exposer à la narratif et à l'expansion du coup des L1, mais de la meilleure des manières. Donc pour moi, ces performeurs, ça va être les tops. Donc Sei, Solana. Donc Solana, petit point important. Solana, en fait, même s'il est un peu plus ancien, il a il a une communauté extrêmement forte qui le rend très attractif. Moi, pour avoir tradé, j'ai eu Solana, c'est un de mes gros holds aussi. J'y crois fortement. L'utilisation est très bonne. Il y a beaucoup de très bons développeurs, beaucoup d'écosystèmes. Et ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi qu'il perd bien. Contrairement à Cardano, par exemple, qui est catastrophique, qui a sorti smart contract 3-4 ans après avoir lancé sa chain. C'est une catastrophe. Jamais acheté de Cardano, je vous le dis. Avax aussi. Avax, j'aime un peu moins. Je trouve l'écosystème n'est pas développé par rapport à Solana. Il y a peu d'intérêt d'avoir de l'Avax par rapport à Solana. Par contre, du Sei, du Sui, eux sont des top performers avec des market cap assez faibles encore. Donc très intéressant. Voilà. Donc en gros, si je diversifiais, j'achèterais du coup du Sui, du Sei, du Solana. Voilà, je pense que ce serait mon bon petit groupe pour m'exposer au L1 d'une manière un petit peu plus risquée. Voilà. Et par contre, après, évidemment, vu que ces coins sont plus récents, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont plus risqués, plus volatiles, et par conséquent, quand ça se retournera, il faudra également se retourner et vendre ces bags et les remettre en Ether ou alors prendre des profits en USDT. Et du coup, je terminerai cette analyse par une petite nuance, c'est que actuellement dans une période d'ETF, donc l'ETF Ether va être a comme deadline, du coup, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, le 5-23-2024 pour le premier. C'est le Van Eck Ethereum ETF qui sera le premier à être approuvé ou non. Donc jusque cette date, donc en mai, janvier, février, mars, avril, mai, donc jusque cette date en mai, le narratif à mon avis va être très fort. Donc l'Ether va continuer à garder de la dominance par rapport à ses pairs, et donc il sera intéressant de se diversifier peut-être un peu plus tard, une fois que l'ETF et le narratif sera un peu passé. Voilà pour cette analyse de la value leakage d'Ethereum. Parlons maintenant d'un tweet de 0xNGMI qui est le CEO de Defilama et qui ont sur le site du coup une partie que je ne connaissais pas, donc qui est à propos des stratégies de farming de yield. Donc vous pouvez retrouver, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous pouvez regarder, et en fait ça vous calcule automatiquement, un peu à la style de Ethena, là le nouveau protocole qui est sorti. Ça vous calcule les meilleurs moyens de farmer du yield de manière décentralisée et centralisée en prenant en compte les exchanges centralisés, faire les stratégies de funding, etc. Donc c'est très très intéressant. Je vais vous mettre ça dans le truc. Le trade option de Akina, on le fera plus tard parce que je vais faire une vidéo sur les options également. Donc parlons maintenant des événements d'NFT qu'il y a eu ces derniers temps. Alors il y a eu une grosse vente pour 5000 Ethereum de 10 autoglyphes à un acheteur pour une somme de 14,5 millions de $. Donc c'est énorme. Et enfin les autoglyphes, il faut savoir que c'est les premiers NFT génératifs sur Ether, je crois, et surtout c'est les premiers de Larva Labs, donc qui sont les parents des CryptoPunks. Donc ça c'était juste avant les CryptoPunks, et donc ça a été acheté, il me semble, pour être dans un musée.
D'accord, on connaît pas l'acheteur encore, mais il me semble que c'est pour un musée, j'avais lu un petit peu les commentaires. Du coup, l'acheteur vient d'un milieu de l'art traditionnel et a prévu de présenter ses œuvres dans des musées. Donc super intéressant. En parlant des NFT direct, on va aller sur le tweet de Alexandre Arnaud. Donc Alexandre Arnaud, le fils de Bernard Arnaud, qui, si vous ne le savez pas, est très investi dans les NFT et bon, du coup, un peu moins maintenant parce qu'il avait toujours été le propriétaire d'un CryptoPunk. Très stylé d'ailleurs, il est là, voilà, de ce CryptoPunk, qu'il a vendu pour la somme de 160 Ethers le 17 février. Donc voilà, et très très beau CryptoPunk, ça a de très beaux attributs, très stylé. Mais oui, si vous ne savez pas, Alexandre Arnaud était dans la team NFT Ether. Et d'ailleurs, il met des super tweets assez intéressants. Donc n'hésitez pas à aller le checker sur Twitter d'ailleurs. En avant-dernier tweet, posons-nous maintenant la question de où est-ce que sont passés tous les arrivants. Parce que comme vous l'avez vu, Bitcoin est à 52 000 et on n'a toujours pas de nouveaux entrants, enfin très peu. Et donc, on peut se demander légitimement où sont-ils. Donc ça, c'est illustré, on peut voir ces métriques, de voir combien il y a de nouveaux entrants, etc. grâce au Google Trend. Donc c'est un outil qui vous permet de voir combien de fois le mot-clé a été tapé sur Google et donc de plot des charts comme celle-ci. Donc en rouge, c'est le nombre de fois où Bitcoin a été tapé sur Google et en bleu, c'est crypto. Donc on voit que il y a très très peu de gens qui ont tapé, 100 étant la valeur maximale. Peu d'intérêt en fait globalement. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Moi je pense que ce rallye, contrairement aux autres, est fuel par de l'institutionnel évidemment. Donc comme on peut le voir dans les inflows d'Ether, les inflows sur les cryptos qui chiffrent à du 200 millions de dollars par jour, donc qui est énorme, c'est une pression acheteuse énorme, et aussi une institutionnalisation et une accessibilité pour ces institutionnels qui est beaucoup plus, qui est simplifiée maintenant et qui est légalement bien plus encadrée, etc. que lors du dernier bull market de 2020-2021. Par conséquent, on a un market qui encore désintéresse les retail. Mais les retail vont revenir une fois qu'on aura break le top. Voilà, pour moi, les retail vont revenir une fois qu'on a break le top. Ça a toujours été comme ça. C'est une fois qu'on break le top que les retail reviennent en masse. Et donc, en attendant, par contre, ça va être toujours du PVP. C'est-à-dire qu'on va toujours se friter entre nous dans notre petit écosystème, notamment sur les altcoins, parce qu'on va devoir sauter de narratif en narratif, parce qu'il n'y aura pas énormément d'argent qui va rentrer dans les cryptos sur les altcoins. Vu que c'est de l'institutionnel, ces flows ne vont pas diverger rapidement sur les altcoins comme on le voit d'habitude. C'est pour ça qu'on n'a actuellement pas de grosse alt season comme on a l'habitude d'avoir lorsque tout pump, tout devient débile, alors que Bitcoin a eu une énorme augmentation. Pour moi, ça signifie que, contrairement à d'habitude, aux autres bull markets, on a donc un flow qui est plus institutionnel et qui est moins axé du coup sur les low cap comme les altcoins. Voilà, tout simplement. Et ces retail, pour moi, ils vont revenir comme toujours parce que le casino, le gambling, l'avidité, c'est une caractéristique propre à l'homme et dont on peut pas se défaire. Et les gens, même s'ils ont perdu de la thune en crypto, je peux vous assurer quand ils vont voir que ça va repartir, ils vont revenir parce qu'au fond d'eux, ils savent que tout le monde sait au fond, tout le jeune, toute personne sous 35 ans, c'est au fond d'elle que les cryptos, c'est un truc qui va rester et qui va probablement monter très fort. Voilà, parce que on sait que c'est une classe d'actifs avec le vent en poupe, etc. C'est pour ça que les retail vont revenir. Donc moi, je m'inquiète pas pour les retail, mais je pense juste que cette fuel pour le moment sur les grosses caps comme Bitcoin et Ether est principalement alimentée par des instituts qui n'ont pas le désir, contrairement à l'époque, de gambler directement sur les altcoins. On aura ça, mais pas tout de suite. Voilà. Et donc pour finir, on remarque aussi que les gold ETF sont en train de bleed. Ils sont en train de perdre énormément de capitalisation de marché. Est-ce que c'est Bitcoin qui les aspire? Je ne sais pas. Il faudrait une analyse plus poussée pour y répondre. Et encore, c'est compliqué d'y répondre sans avoir les directions des flux. On peut que faire des suppositions. Donc ça pourrait être une supposition possible. Voilà. Donc j'espère que ce petit Smash Show vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait super plaisir pour le soutien, les gars. Il faut break les 1000 followers, les gars. Là, il faut break les 1000 followers. Et si vous voulez, je poste toutes mes analyses, mes trades de recherche sur Twitter, lien dans la description, et je vous fais des gros bisous. Ciao!